Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Au cours de l'édition d'aujourd'hui, nous allons passer ensemble en revue des nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la mort de l'ancien Premier ministre, Dr Kamel Al-Ganzouri. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte a perdu aujourd'hui un homme d'État unique. Selon lui, le défunt était une personne fidèle à sa patrie et à son peuple, et il avait une main blanche dans les divers domaines de la vie politique et économique. Le président Al-Sisi a ajouté que Dr Al-Ganzouri avait sa réputation scientifique, ses capacités de leader distinguées, son dévouement, sa honnêteté et sa sincérité dans les situations cruciales et décisives de l'histoire de l'Égypte. Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Prions Dieu de leur donner patience. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Dr Gordan Grlić Radman. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le chef de l'État a confirmé les relations historiques reliant l'Égypte et la Croatie, tout en aspirant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en plus de multiplier les taux d'échange commercial et de développer la coopération économique à la lumière des relations politiques fructueuses entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a aussi évoqué les derniers développements de dossiers régionaux d'intérêt commun, en priorité la cause libyenne, ainsi que le dossier de la migration clandestine. Également parmi les activités présidentielles d'aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le général Mohamed Amin, conseiller présidentiel pour les affaires financières. La réunion a porté sur le suivi des activités du fonds Vive l'Égypte et les plans actuels et futurs de projets pour soutenir les programmes de protection sociale aux personnes les plus nécessiteuses. Dans ce contexte, le chef de l'État a conseillé de consolider les activités et les programmes du fonds par la coopération dans tous les domaines. Les forces égyptiennes et soudanaises ont exécuté aujourd'hui un nombre d'intensives activités de combat au Soudan. Dans la base aérienne de Marawi, des éléments des forces aériennes et de commandos de deux pays frères ont pris part à l'exercice conjoint les Aigles du Nil 2. Le chef d'état-major d'armée soudanaise, Mohamed Ousmane Hussein, a écouté au résumé ou a assisté au résumé de l'exposition et des phases de cet exercice et également à observer de près les opérations de sorties aériennes et les travaux d'entraînement en air. Il a également rendu hommage à l'harmonisation claire dans la performance des forces participantes des deux côtés. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Gemer, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer le lancement de l'initiative Recycler pour demain, destinée à recycler les déchets et également à soutenir l'environnement. Madame Gemer a affiché le souci du gouvernement et toutes ses institutions à mettre en œuvre une approche globale pour la gestion des déchets afin d'aboutir au niveau zéro déchet. La ministre a ajouté que le système va de pair avec la nouvelle loi des déchets solides qui également fait la coordination avec le ministère de l'Environnement et qui est actuellement en cours pour la mise en place du règlement de la loi.
Parlons maintenant développement durable, l'inclusion de l'initiative Vie décente dans la plateforme des partenaires de l'ONU pour le développement durable met en relief son importance. Dans son rapport, l'ONU a salué sa contribution à atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 en améliorant le niveau de vie des sociétés rurales les plus nécessiteuses, en créant des offres d'emploi et en fournissant les services essentiels et également les aides aux familles défavorisées. Le dimanche 7 mars, le président Assisi s'est réuni avec le Premier ministre et les ministres du développement local, de la planification, du logement et de la santé, ainsi que le président de l'autorité du génie des forces armées, et cela pour suivre de près le plan d'exécution du projet national du développement de la campagne, voire également le programme du développement durable. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi et ce commentaire. Dimanche 7 mars, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres du développement local, de la planification, du logement et de la santé, ainsi que le président de l'autorité du génie des forces armées, pour suivre le plan d'exécution du projet national du développement de la campagne. Le président Sisi a enjoint de redoubler le nombre des convois médicaux, des cliniques mobiles et des ambulances envoyées au village dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il a aussi ordonné d'œuvrer en parallèle à développer les centres médicaux et les hôpitaux existants dans ces villages. Le président a passé en revue les travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et de drainage sanitaire dans les villages ainsi que le modèle proposé pour la maison rurale développée et a souligné l'importance d'améliorer les services offerts aux villageois qui représentent d'environ la moitié de la population du pays. Un intérêt particulier accordé à ce projet national, comme l'indique la ministre de la Planification et du Développement, Ella Saïd, qui a déclaré dans un communiqué que sous les directives du président Sisi d'étaler au niveau mondial l'importance de l'initiative en tant qu'une des initiatives internationales visant à localiser le développement durable aux sociétés rurales. Son ministère avait présenté une demande de l'intégrer dans la plateforme des grands projets du développement durable de l'ONU. L'adoption de cette demande représente une reconnaissance onusienne du rôle pionnier de l'Égypte dans la réalisation des objectifs de développement durable dans les communautés rurales que représente l'initiative, dont 17 des objectifs sont conformes à ceux du développement durable de l'ONU. C'est féliciter la ministre précisant qu'il s'agissait d'un méga-projet destiné à développer 4500 villages sur une période de 3 ans avec un budget dépassant les 500 milliards de livres égyptiennes. Il associe gouvernement, société civile, secteur privé et partis politiques autour d'un seul but. Gamal Helmi, responsable de Vie décente auprès du ministère de la Planification, indique que cette initiative répond aux critères de l'ONU dans la mesure qu'il s'agit d'une initiative ayant des objectifs précis, mesurables, réalisables dans une période déterminée, exécutée par des ressources disponibles et contribuant à la mise en œuvre du plan de développement durable 2030. Le plan de l'Égypte afin de réaliser son programme de développement durable, la vision 2030, passe par plusieurs phases et par plusieurs facettes, parmi lesquelles l'initiative intitulée Vie décente. Cette initiative vise les familles et les personnes, les Égyptiens, qui affrontent des obstacles, que ce soit dans les villes ou villages. Parmi les facettes de cette initiative qui applique les résolutions et également les conseils du plan du développement durable de l'ONU, et actuellement on assiste à ce plan ambitieux de développer la vie rurale en Égypte. Afin de mieux parler de cette initiative et son application sur le terrain, nous avons contacté par téléphone Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie et ancienne députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir, madame.
Docteur Passant Fahmy, quand on parle de la vision de l'Égypte 2030, c'est une vision globale et également qui vise un développement durable. Et parmi ces facettes, c'est le développement rural. Actuellement, le président Abdel Fattah el-Sisi prête attention à la vie rurale, aux villageois égyptiens, afin d'améliorer les conditions de vie de ces villageois. Selon vous, pourquoi actuellement, Monsieur le Président s'intéresse ou met sur son agenda actuel ce but de réaliser le développement pour la vie rurale en Égypte? Écoutez, madame, ce qui se passait durant les dizaines d'années passées et des décades était inacceptable. C'est-à-dire que le pays où tout le peuple égyptien, pour commencer, vit sur 7% de la surface de l'Égypte, ça c'est inacceptable. Deuxièmement, avoir 3 ou 4 gouvernorats qui ont les services et le reste est tout à fait ignoré, c'est inacceptable. Oui. Troisièmement, on a des ressources qui sont très riches, c'est-à-dire nos gouvernorats sont très riches. Et il y a 50% de la population, ils vivent dans ces gouvernorats. On a aussi des ressources. Alors, ce qui s'est passé, je répète, est inacceptable et nous avons un plan géant. Inch'Allah, ça va nous aider à reconstruire l'Égypte de nouveau. Parce que 27 gouvernorats, ça fait pas peu. À peu près 5000 villages, ça fait pas peu. Il y a des ressources dans ces villages. Et alors, ignorer tout à fait leurs droits, il n'y a pas de service d'infrastructure. Regardez le logement, comment il est. Non, il n'y a pas d'électricité, pas de moyens de transport propres, l'éducation, services de santé, vous devez nommer comme vous voulez. Oui. Alors, le plan 2030, c'est un plan très optimiste, ça avance très positivement, et ça peut se terminer dans 3 ans. Mais le but est au lieu de vivre sur 7% de la surface, on va atteindre, Inch'Allah, 30%. Mais en même temps, nous allons offrir des services partout dans le pays, c'est-à-dire partout dans les gouvernorats et les villages. Ça va encourager le développement économique, ça va offrir une vie acceptable à ces gens aussi. Parce que sans développement économique, on ne peut pas avoir une vie. Si on veut vraiment avoir un pays fort, nous devons avoir une économie forte. Une économie forte, c'est-à-dire que tout le peuple participe, surtout les jeunes, sur tout le territoire. Alors ça, c'est un plan géant. C'est un plan très grand, ça a été discuté très précisément au Parlement. Oui. Et maintenant, on est en train d'achever petit à petit. Ça va prendre 3 ans, Inch'Allah, mais les résultats sont bien vus. Et quels sont les éléments ou les points marquants de ce programme, les étapes qui seront réalisées? Premièrement, nous devons offrir l'infrastructure. Oui. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et c'est pour cela que je vais diviser un peu qui est responsable de quoi. Le gouvernement doit offrir l'infrastructure parce que le peuple ne peut pas faire ça. Oui. Deuxièmement, nous avons beaucoup de gens qui peuvent, il y a les hommes d'affaires, il y a les banques, il y a la société civile, il y a tout le monde, il y a nous. Chacun doit participer d'une façon ou de l'autre à développer les villages parce que, aussi, je répète, le gouvernement ne peut pas faire tout ça. C'est très sensible. Et aussi, il y a un point qui est très important. Comment on va changer la façon de loger? C'est-à-dire le logement est un grand problème. Comment on va reconstruire ces villages de telle façon que les habitants aient une vie acceptable et en profitent du maximum des services qu'on peut leur offrir. Alors la responsabilité du gouvernement, c'est l'infrastructure. Et ça, c'est le côté le plus cher et le plus important. Mais après ça, ce sont les responsabilités des banques, des hommes d'affaires, de la société civile, de nous. Tout le monde est responsable d'aider d'une façon ou d'autre pour achever ce plan-là dans 3 ans. Oui. Parce qu'on ne peut pas laisser les Égyptiens vivre de cette façon plus que ça. Alors, je crois également qu'il existe un triangle de développement qui passe par l'infrastructure, qui passe également par l'enseignement et par la santé. Écoutez, sans infrastructure, on ne peut rien offrir. Quand on a l'infrastructure, on peut reconstruire des écoles, des universités, des hôpitaux, quand vous voulez, des clubs, des places de santé. Mais nous devons avoir pour commencer, l'eau, l'électricité,
le gaz, les routes, les chemins de fer. Ça, c'est l'infrastructure. Avec l'infrastructure, si on a une infrastructure solide, et ça, c'est le plan 2030, et le monsieur le Président, comme vous voyez, s'intéresse beaucoup à ça et il le surveille lui-même. Quand on a une infrastructure solide, stable et efficace, tout le reste est facile. Oui. Madame Passant Fahmy, vous êtes experte en économie, ancienne députée au Parlement égyptien. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Bonsoir. Et on passe à un autre commentaire concernant le même sujet, le même dossier. Lancé en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats où le taux moyen de pauvreté avait dépassé 70%. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable Égypte 2030, porte sur 4 axes: améliorer le niveau de vie, développer des infrastructures, améliorer la qualité des services et également réaliser un développement économique. Les détails avec Sarah Maghrabi et ce commentaire. Lancée en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats, où le taux moyen de pauvreté a dépassé les 70%. Le plan de développement de cette phase a consisté à fournir les services essentiels à ces villages dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures. L'identification de ces villages nécessiteux s'est effectuée en référence au recensement de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques du taux du schéma de pauvreté. 23 ONG en plus du secteur privé ont participé à la première phase sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale. Un budget de 13,5 milliards de livres égyptiennes a été consacré à cette phase, dont ont bénéficié au total 4,5 millions de personnes. Sur les 375 villages, les plans de développement d'infrastructures et de réformes économiques ont été achevés dans 143 villages, alors que les travaux sont en cours dans les 232 villages restants. Un total de 2180 projets de développement économique et d'infrastructures ont été lancés, dont 600 ont été déjà achevés et le reste est en cours d'exécution. Les projets consistent en la restauration de 21 974 maisons, la fourniture de 354 unités de logement aux familles à faible revenu, 150 000 pour ceux à revenu moyen, 262 000 aux habitants des bidonvilles. Pour diminuer la densité dans les classes, 1100 classes de capacité d'accueil de 44 000 élèves ont été établies, ainsi que 51 centres médicaux. Par ailleurs, 186 525 familles démunies ont profité. العشوائيات هي تعيشها أكثر من 40,000 يعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت. تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. لازم يقعدوا في أماكن تليق بمصر وبيهم.
هي الناس بطلت تحلم ولا ايه؟ قسما بالله، انا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20 30 سنه. هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل ابني واعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. Nous sommes toujours avec notre sujet discuté aujourd'hui au cours de cette édition de Direct, le développement durable, également la vision de l'Égypte 2030. Comment ce programme ambitieux sera-t-il réalisé sur le terrain? Qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on attend dans le futur proche? Afin de parler de ce plan et son application, nous avons contacté par téléphone Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle, Dr Amir, de la vision de l'Égypte 2030, on doit toujours afficher le terme de développement durable. C'est le but, l'objectif cherché ou désigné par l'Égypte actuellement, et c'est une application également de recommandations de la part de l'organisation de l'ONU pour tous les pays qui veulent survivre et qui veulent se développer. L'Égypte a pris l'initiale de ce programme et le plan qui sera ou qui est au cours d'être appliqué en Égypte est un plan ambitieux mais en même temps adapté aux besoins des Égyptiens. Selon vous, où on est actuellement concernant la réalisation de ce plan sur le terrain? Selon les données qu'on a, on a des projets qui ont été initiés récemment sous l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi concernant par exemple l'énergie solaire. On a construit maintenant un plateau d'énergie solaire qui est le plus grand au Moyen-Orient. Oui. Nous avons travaillé en Égypte avec des compagnies qui ont l'expertise en Europe. C'est pour cela la diplomatie égyptienne et le président Abdel Fattah el-Sisi ont toujours travaillé avec nos partenaires européens dans le côté économique sur le plan du développement durable. Parce que, comme vous venez de dire, c'est une recommandation internationale et nous savons tous que la pollution est quelque chose qui a maintenant causé beaucoup de dégâts climatiques et tous les pays qui ont commencé le développement durable, les projets de développement durable, ils sont un centre d'attraction pour l'investissement. Alors, déjà, c'est une porte pour les investisseurs étrangers de venir en Égypte, de commencer à travailler dans ce champ de travail, parce que, vous voyez, par exemple, au Moyen-Orient, et maintenant il y a des turbulences partout, tandis qu'en Égypte, maintenant, c'est on peut l'appeler oasis de stabilité. Oui. Alors, ces projets sont très importants parce qu'on est maintenant sur le champ de travail avec nos partenaires internationaux.
Oui. Alors, il existe actuellement un plan de relance pour l'économie égyptienne qui passe par l'infrastructure, l'amélioration des conditions de vie des Égyptiens et également pour arriver à ce qu'on nomme l'économie verte. Et à travers cette économie verte, c'est la préservation et la protection de l'environnement et également l'attraction des fonds et des investisseurs étrangers. On a vu bien sûr, comme vous venez de dire, l'économie verte, c'est-à-dire on a vu par exemple le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré les usines pour renouveler les machines des voitures pour ça soit l'énergie du gaz. Oui. Et on a aussi maintenant les voitures électriques qu'on a commencé à introduire ici en Égypte. Bien sûr, il y a deux obstacles, c'est coûteux et deuxième chose, ça prend du temps. Mais je trouve que ça a été très bien étudié. On sait toujours que pour parvenir à un résultat sur le plan économique, il faut des sacrifices, il faut du temps, il faut certains fardeaux pour aboutir à un résultat. On l'a vu depuis 2011, après le printemps arabe, comment on a passé par des moments et des tunnels très difficiles. Mais maintenant, on est dans une situation très stable. Alors je trouve que l'économie verte, ça sera maintenant un point de relance pour l'économie égyptienne. Oui. Les investisseurs européens, ils veulent toujours être rassurés que leurs produits sont dans des régions concernant, c'est-à-dire dans les termes et conditions favorables à l'environnement. Bien sûr, parce que vous savez, les normes de l'Union européenne sont très strictes sur ce plan. Alors, ils choisissent méticuleusement les zones d'investissement. Oui. Pas n'importe quelle zone. Alors, je crois que maintenant, l'Égypte a commencé à fournir ces conditions. Le dialogue que le président Sisi a entamé avec ses homologues européens sur ces questions était très fructueux. Peut-être la période du Covid-19 qui a causé une baisse des revenus en Europe, alors ça peut aider après ça que les marchés européens cherchent après à se développer ailleurs, en dehors du vieux continent, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Et là, le point le plus important, est-ce que le pays qu'ils vont choisir, c'est un pays qui a des normes conformes avec les normes de l'Union européenne sur l'économie verte et la préservation de l'environnement? Oui et non. Alors là, je crois qu'on a très bien étudié cela. Le président ici a compris la mentalité des compagnies européennes. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement dans le lieu d'attraction d'investissement? Et je crois qu'on a commencé maintenant à leur donner des signes extrêmement positifs. Oui. Et ça va prendre du temps, bien sûr. Il ne faut pas attendre un miracle du jour au lendemain. L'Égypte passe par des tunnels très difficiles, mais on montre à tout le monde, qu'on a montré déjà il y a 2 jours sur la question des crises du canal du Suez, que rien n'est impossible. Bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des défis. Bien sûr, on a eu de retard, il faut souligner ça, on a eu de retard des dizaines d'années concernant la conformité aux lois européennes sur l'environnement, mais c'est jamais trop tard. Et maintenant, on a des plans très clairs et qui vont très concrets aussi, qui vont attirer des investisseurs étrangers. D'ailleurs, l'application sur le terrain témoigne de la volonté de l'Égypte de passer à une meilleure vie pour les Égyptiens, une meilleure performance économique, et ce écosystème est respecté, par exemple, pour la construction de nouvelles villes. Ce sont des villes également qui respectent l'environnement, dites également villes vertes, comme par exemple la nouvelle capitale administrative, la ville de Galel, la ville de l'Alamein, et également ça sera appliqué
même pour les villages inscrits sur le programme de vie décente. Bien sûr, et n'oublions pas aussi que les investisseurs étrangers, ils s'intéressent vraiment aux affaires internes de l'Égypte. C'est-à-dire, beaucoup de questions sont posées. Qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire exactement? Pourquoi l'Égypte a pris ces étapes? C'est-à-dire, on a des réponses. Ces nouvelles villes sont les réponses. Maintenant, tout le monde sait que l'Égypte est en train de travailler sur la nouvelle capitale administrative qui sera vraiment, et déjà, ça a commencé à être le flambeau de la technologie en Moyen-Orient. On a aussi les villes sur les côtes de l'Égypte. Ils savent que l'Égypte est un pays très riche naturellement, avec l'énergie solaire, avec l'énergie aérienne. Et concernant, comme vous venez de dire, le niveau de vie des Égyptiens a évolué d'une façon impressionnante. Parce que tout le monde attendait que les Égyptiens vont souffrir économiquement. Bien sûr, on a porté des fardeaux à cause des circonstances, commençant du printemps arabe jusqu'à le Covid-19. C'est arrivé partout, mais on a prouvé que ça vaut le sacrifice. Le président Sisi l'avait dit le premier jour de son mandat, il a dit on aura des moments très difficiles, il faudra faire des sacrifices. Et maintenant, on voit les résultats. C'est vrai. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on passe également à un autre volet qui concerne la santé des Égyptiens. Après la vaccination du personnel médical contre le coronavirus qui a débuté fin janvier, l'Égypte a lancé un processus d'inscription en ligne pour d'autres groupes éligibles à la vaccination. C'est une nouvelle étape de la campagne de vaccination contre le coronavirus qui a commencé la première semaine de mars en Égypte avec l'inscription des citoyens souhaitant réserver des doses sur un site internet créé à cet effet par le ministère de la Santé. Les détails à travers ce commentaire. La priorité de la vaccination sera décidée par un logiciel en fonction des données sur la gravité des maladies chroniques ainsi que l'âge des candidats sans aucune intervention humaine. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé, El Zaïd. Après l'inscription, les personnes recevront un SMS indiquant l'heure et le lieu de vaccination. Une quarantaine de sites de vaccination ont été répartis sur les 27 gouvernorats, a précisé la ministre, soulignant que le ministère suivrait l'état de santé des citoyens vaccinés. L'Égypte avait commencé sa campagne de vaccination avec Sinopharm fin janvier, en vaccinant le personnel médical des hôpitaux de quarantaine. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, la ministre a souligné qu'aucun effet secondaire inattendu n'avait été enregistré à ce jour chez les médecins et autres professionnels de la santé qui ont reçu le vaccin. Le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, a expliqué de son côté que le vaccin chinois était efficace à 86% pour prévenir l'infection au Covid-19 et à 100% dans la prévention des symptômes moyens et sévères. Le vaccin a été offert gratuitement au personnel médical, alors que son prix a été fixé à environ 200 livres pour le grand public. Dans une interview télévisée, la ministre a justifié la non-gratuité du vaccin par le souci d'assurer la disponibilité durable des vaccins, car on ne sait toujours pas si une vaccination annuelle sera nécessaire. Le vaccin à 2 doses sera quand même offert gratuitement aux personnes les plus démunies. La première semaine de mars a témoigné le début du programme de vaccination des citoyens enregistrés, selon le ministère de la Santé. Le 23 février, l'Égypte a reçu 300 000 doses de vaccins contre le coronavirus, développé par le laboratoire public chinois Sinopharm. Un premier lot de 50 000 doses de ce même vaccin a atterri au Caire en décembre dernier, offert par les Émirats arabes unis. L'Égypte a également reçu 50 000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca en janvier dernier.
Dans ce cadre de diversification des sources de vaccins contre le coronavirus, l'autorité égyptienne des médicaments a annoncé le 24 février avoir homologué le vaccin russe. Selon un communiqué diffusé sur sa page Facebook, l'autorité des médicaments a affirmé avoir donné l'autorisation urgente pour l'utilisation des deux vaccins, le Sputnik et l'AstraZeneca, importés de Corée du Sud. Il vient s'ajouter aux deux vaccins déjà autorisés auparavant, le chinois Sinopharm et AstraZeneca du groupe anglo-suédois produit en Inde. La ministre de la Santé a assuré qu'au cours de 2021, l'Égypte devrait recevoir un total de 40 millions de doses de vaccins via l'Alliance globale pour le vaccin, un programme international visant à garantir l'égalité d'accès aux vaccins. Un plan de relance économique ambitieux de l'Égypte, une vision 2030 qui est basée sur plusieurs éléments, parmi lesquels l'infrastructure, l'amélioration des conditions de vie des Égyptiens, également le développement des programmes éducatifs et également les services médicaux, afin de mieux parler de ce plan ambitieux et de comment cette vision de l'Égypte a fait que l'Égypte a pu survivre à la crise du Covid-19 dans les meilleures conditions. Nous avons contacté par téléphone M. Nagui Victor, qui est expert en économie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, M. Nagui Victor, quand on parle du plan de l'Égypte ou de la vision de l'Égypte 2030 annoncée par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, c'était pour nous un rêve qui est en train d'être réalisé sur le terrain et qui a fait que l'Égypte est parmi les rares pays qui ont pu résister au coup du Covid-19 pour l'économie. Selon vous, comment est la performance économique de l'Égypte actuellement? Oui, il faut savoir une chose, que pour l'Égypte, le trésor de l'Égypte réside dans ses citoyens. Donc tout est fait et tout est préparé pour faire la croissance de la personne égyptienne. Cela se fait sur plusieurs domaines et dans plusieurs directions. Oui. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que l'Égypte, durant le problème et la crise du Covid, l'Égypte a pu résister et nous sommes le seul pays, je dis bien le seul pays désigné du doigt par les institutions internationales, oui. Qui a réussi à réaliser un taux de croissance positif durant cette année. Mmh. Donc, et ça, c'est les déclarations du Fonds monétaire international et de la Banque internationale. Ceci étant, le gouvernement a prévu plusieurs plans dans ce sujet. Oui. Tout d'abord, il y a un plan qui est basé sur l'amélioration des infrastructures. Oui. Tout le monde, en ouvrant les yeux, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir autour de nous cette évolution énorme dans les routes. La création d'un réseau routier très à point. Ça, c'est une première chose. En même temps et en parallèle, le gouvernement a prévu, sous les directives du président, de fertiliser 1,5 million de fédons. Oui. Donc 1,5 million de fédons, ça donne du travail énormément aux paysans, aux jeunes, aux ouvriers, et ça fait produire beaucoup de denrées, quitte à ce qu'on arrive dans très peu de temps à avoir une autosuffisance dans notre nourriture. Mmh. Oui. D'un autre côté, sur le plan sanitaire, par exemple, le gouvernement a importé les vaccins, oui, du Covid-19. Oui, absolument, contre le Covid.
Et il y a un plan maintenant de vacciner un maximum de personnes en Égypte. Ça ne peut qu'améliorer et rendre plus sûr la présence et la vie de tous les jours des Égyptiens. Sur le plan instruction, il faut savoir que dans ces 4 dernières années, on a pu construire 20 universités. Je répète, 20 universités qui ont été construites, alors que durant 40 ans, on n'a construit que quelques établissements scolaires. Ça, c'est les universités, mis à part les écoles et les institutions scientifiques. Oui. En même temps, le pays a fait un effort énorme pour éradiquer la maladie... l'hépatite C. Bravo, l'hépatite, absolument. Pour éradiquer l'hépatite, et même pas seulement en Égypte. L'Égypte... Et en Afrique, c'est vrai. Et en Afrique, bravo, voilà. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un gouvernement qui vise... tout est visé. Par exemple, tous les projets des nouvelles villes et même les quartiers infects dans lesquels on ne pouvait pas vivre une vie humaine décente. Un maximum de ces quartiers ont été démolis et les gens ont été transférés dans des quartiers plus propres, où l'on peut garder et réserver une meilleure vie. Voilà, absolument. C'est vrai. Alors, Monsieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications concernant la vision de l'Égypte 2030. C'est une vision qui applique les recommandations de l'Organisation des Nations Unies concernant le développement durable. L'Égypte a basé son programme parrainé par le président Abdel Fattah al-Sisi sur plusieurs éléments qui varient entre l'infrastructure, également l'amélioration des conditions de vie pour les Égyptiens et également l'amélioration de programmes éducatifs et bien sûr arriver à cet objectif ultime qui est l'amélioration de la performance économique et également l'application de la vision du développement durable. Chers téléspectateurs, c'était notre édition pour aujourd'hui de Direct. Rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Night TV International. Au revoir.